Mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi. Monsieur Jean-Jacques Gégère n'ayant pas pu rester, monsieur Michel Brunet m'a demandé d'assurer sa place. On ne remplace pas monsieur Gégère, mais je vais essayer d'assurer cette tâche. Donc, c'est une après-midi qui va commencer avec Thibaut Bienvenu. Thibaut qui va nous parler de cerveau et du cerveau de Toumaï à Homo sapiens. Thibaut, c'est à vous pour 30 minutes. Alors c'est particulièrement, je dirais, M. Michel Brunet m'a confié cette mission, mais qui est assez particulière, parce que si les orateurs prennent trop de temps, c'est ma propre communication qui saute, donc je serai très sévère, bien sûr. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je tiens d'abord à remercier les professeurs Brunet et Coppens de leur invitation. C'est un très grand honneur pour moi d'être amené à faire une conférence dans un tel lieu et surtout parmi des intervenants aussi prestigieux. Donc, quand le professeur Brunet m'a proposé ce titre pour ma présentation, je me suis demandé de quelle manière j'allais pouvoir organiser mon propos. Et puis j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, finalement, la solution est dans le titre. Donc je vais faire une première partie sur la paléoneurologie, une seconde partie un peu plus méthodologique dans laquelle je vous exposerai rapidement les principes de l'imagerie 3D et des techniques de morphométrie. Et puis je terminerai par une brève troisième partie où je vous présenterai quelques résultats sur l'évolution du cerveau de Toumaï à Homo sapiens. Alors la paléoneurologie ou la paléoneurobiologie, c'est une science qui vise à retracer l'évolution de l'encéphale, qu'on appelle communément le cerveau, donc au sens large, à travers l'étude des cavités cérébrales, qu'on appelle les endocrânes, des vertébrés fossiles. Pourquoi on n'étudie pas directement le cerveau des vertébrés fossiles? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas fossilisé. C'est un organe mou qui, à part de rares cas, vraiment exceptionnellement, peut se fossiliser, mais généralement, on ne le retrouve pas. Donc on étudie l'endocrâne. Et si on cherche à retrouver, disons, la date d'apparition de cette science, quand est-ce que cette science a vraiment commencé, on peut remonter aux origines de la paléontologie elle-même, puisque Georges Cuvier, qui est souvent surnommé le père de la paléontologie, avait lui-même reconnu dans les endocrânes d'Anoplotherium. Anoplotherium, vous en voyez un crâne ici, c'est un mammifère qu'on apparente au chameau actuel. Et donc dans les endocrânes des Anoplotherium, Cuvier reconnaissait la forme d'un encéphale. Alors ça peut nous paraître évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Et donc dès le début du 19e siècle, finalement, la paléoneurologie est apparue comme une science. Alors, nous, on s'intéresse plutôt à la paléoneurologie humaine. Donc c'est l'étude de l'endocrâne des humains fossiles. Par humain, j'entends tous nos prédécesseurs depuis le dernier ancêtre commun que nous partageons avec les chimpanzés. On s'intéresse aussi en paléoneurologie humaine aux endocrânes des humains et de nos plus proches cousins actuels qui sont les grands singes. Alors normalement, paléoneurologie, on penserait que c'est plutôt paléo, ça indique plutôt l'ancien, mais on s'intéresse aussi aux spécimens actuels, aux grands singes actuels. Donc ici, vous voyez une cavité endocrânienne. On peut couper le crâne en deux, puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez que donc l'endocrâne a une forme globalement plutôt concave. C'est un creux. Ici, vous voyez un paléoneurologue très connu, un des deux plus connus, je dirais, qui est Ralph Holloway. Il réalise un moulage endocrânien, qu'en anglais on appelle un endocaste. Certaines personnes utilisent aussi le mot endocaste en français, mais bon, normalement on devrait dire moulage endocrânien. Et le moulage endocrânien, lui, va donc avoir une forme convexe. Alors pourquoi on cherche à reproduire une forme concave, naturellement concave, sous une forme convexe? Tout simplement pour pouvoir comparer le moulage endocrânien avec le cerveau. Donc ce que vous voyez ici, à gauche, c'est le moulage endocrânien, à droite, c'est l'encéphale ou le cerveau. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différences. Ce n'est pas exactement la même chose. Et une chose très importante, c'est qu'avec le moulage endocrânien, on n'a accès qu'à la morphologie externe du cerveau. Donc j'avais un collègue à Poitiers qui me disait souvent que j'étais spécialiste de moulage de boîte vide. Et il n'avait pas tort, après tout.
Alors pourquoi la morphologie du moulage endocrinien et la morphologie du cerveau diffèrent-elles? Tout simplement parce qu'entre le cerveau et la table osseuse interne du crâne, il y a des tissus qu'on appelle les méninges et qui ne permettent pas finalement au cerveau d'imprimer complètement sa forme sur la paroi osseuse crânienne. Donc un moulage endocrinien, c'est une image du cerveau enveloppé de ces méninges. Vous voyez ici la correspondance entre les deux. Sur cette diapositive un peu chargée, je vous montre ce qu'on peut étudier à partir d'un moulage endocrinien. Donc bien sûr, il y a le volume endocrinien, c'est ce qui apparaît le plus évident en premier. On n'est même pas obligé de réaliser un moulage endocrinien pour mesurer un volume endocrinien. Il suffit de remplir un crâne avec des billes ou des graines et on mesure le volume occupé par ces billes ou ces graines et on obtient donc le volume endocrinien qui représente plus ou moins la taille du cerveau. On observe également sur un moulage endocrinien l'empreinte des sutures osseuses. Donc vous en avez déjà entendu parler. C'est la jonction entre les différents os crâniens, ici en vue externe, ici en vue endocrânienne. Vous voyez ici les sutures. Et quand on va faire le moulage endocrinien, on va retrouver l'empreinte de ces sutures. On peut également observer des traces de vaisseaux sanguins que vous voyez ici sur un moulage endocrinien. En bleu, c'est une grosse veine qu'on appelle un sinus veineux, et en rouge, ce sont des artères méningées. Alors, tous ces vaisseaux sanguins, ce ne sont pas les vaisseaux cérébraux. Les vaisseaux cérébraux ne vont pas laisser leur empreinte sur la paroi osseuse crânienne. Ce sont uniquement des vaisseaux sanguins méningés qu'on retrouve dans la dure mère, qui est la couche la plus externe des méninges. Le moulage endocrinien reproduit également les circonvolutions et les sillons du cerveau. Donc les circonvolutions, ce sont les bosses, les sillons, ce sont les creux. Et ce que vous voyez là, ne vous méprenez pas, c'est bien un moulage endocrinien, ce n'est pas un cerveau. C'est un spécimen un peu spécial qui reproduit vraiment fidèlement la forme du cerveau. On a fait apparaître les sillons en rouge et les sillons en rouge et les circonvolutions en blanc de manière automatique par des méthodes d'imagerie 3D que je vous mentionnerai un petit peu plus tard. Dernière chose, c'est la forme générale, c'est-à-dire que la forme générale du moulage endocrinien reproduit la forme générale de l'encéphale. On retrouve les trois parties de l'encéphale assez fidèlement reproduites, donc le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, et on reconnaît ces structures sur le moulage endocrinien. J'ai encadré ici en rouge parce que c'est aujourd'hui ce dont je vais vous parler particulièrement, c'est-à-dire la forme générale. Je ne vais pas trop m'intéresser aux autres choses qu'on peut observer sur le moulage endocrinien. Je vais vous parler plutôt de la forme. Alors vous avez ici une image qui illustre la variabilité de forme au sein d'une espèce. Ce sont tous des moulages endocriniens d'Homo sapiens, d'hommes modernes. Et vous voyez qu'on a des formes très diverses, des spécimens très allongés, des spécimens plus raccourcis. On parlerait de dolicocéphalie et de brachycéphalie. Et ici, vous voyez qu'on a des spécimens qui montrent beaucoup d'empreintes du cerveau, beaucoup de bosses, beaucoup de creux. Celui-là est beaucoup plus lisse. Alors ça ne veut pas dire que le cerveau de ce spécimen est lisse, c'est juste que le cerveau, chez ce spécimen, a laissé moins d'empreintes sur la table interne du crâne. Des moulages endocriniens, il en existe de plusieurs types. Donc vous avez déjà vu les moulages en latex, vous vous rappelez, Ralph Holloway qui reproduisait un moulage endocrinien. Ici, ce sont des moulages endocriniens naturels. Alors c'est vraiment des cas exceptionnels où, durant la fossilisation, le crâne se remplit de sédiments, et puis le sédiment s'indure, et le crâne, disons l'os crânien, se détruit, et donc on retrouve le moulage endocrinien naturel. C'est vraiment très rare. En général, les moulages endocriniens naturels n'apparaissent pas comme cela, c'est-à-dire que le crâne est préservé autour du moulage endocrinien, mais dans certains cas exceptionnels, le crâne est détruit, et donc on a le moulage endocrinien directement dans le registre fossile. Une petite anecdote, STS-60 et Tong, ce sont les deux premiers spécimens d'Australopithèque qui aient jamais été découverts. Tong en 1924, STS-60 en 1936. Et coïncidence, ce sont deux moulages endocriniens. Voilà, donc c'est vraiment une grosse coïncidence.
Ici, c'est le spécimen de Dikika, c'est un australopithèque d'Afrique de l'Est, donc d'Éthiopie, qui est vraiment un spécimen incroyable, extrêmement bien préservé. Et ici, vous avez une collection de moulages endocrâniens virtuels. Donc, ces techniques virtuelles ont l'avantage qu'elles peuvent être utilisées pour faire le moulage endocrânien de crânes fossiles, même remplis de sédiments. Ce qu'on ne pourrait pas faire physiquement, eh bien, on peut le faire sur ordinateur. Donc, c'est un petit florilège de moulages endocrâniens virtuels que j'ai extrait de la littérature scientifique. J'avais préparé cette image il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais facilement la faire 2 fois plus grande, puisque ce sont des techniques qui sont de plus en plus appliquées en paléoneurologie humaine. Donc j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui concerne les techniques, donc qui va être un petit peu plus méthodologique. Alors je vais passer rapidement sur l'imagerie 3D, sur cette diapositive. Vous voyez qu'on peut utiliser des scanners pour, je vais dire, virtualiser, donc pour numériser des crânes. Ces crânes vont ensuite apparaître sur l'ordinateur sous forme de voxels. Alors un voxel, c'est comme un pixel, mais en 3 dimensions. Donc les crânes vont tout simplement apparaître sous la forme de plein de petits cubes. Il y aura des cubes noirs, des cubes blancs, avec toutes les valeurs de gris intermédiaires. Et le fait d'avoir ces crânes sous forme de voxels va nous permettre de faire des coupes dans les 3 dimensions. Donc vous voyez ici des coupes à travers un crâne, et on va pouvoir ensuite extraire virtuellement le moulage endocrânien sur l'ordinateur. Ici, c'est mon crâne. Donc j'ai pu extraire mon moulage endocrânien grâce à ces techniques d'imagerie virtuelle. Et puis si on veut, on peut repasser dans le monde réel via une imprimante 3D pour obtenir une image solide, physique, du moulage endocrânien. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu de quelle manière on peut quantifier les morphologies. C'est ce qu'on appelle la morphométrie. Alors le plus simple, c'est la morphométrie traditionnelle, qui consiste à prendre des mesures de longueur ou d'angle. Et là, l'intérêt des techniques virtuelles, ça va être qu'on va pouvoir orienter le spécimen très précisément sur l'ordinateur pour prendre les mesures. Ce qu'on ne peut pas forcément faire physiquement, puisqu'on va souvent avoir une main occupée à orienter le spécimen, l'autre main qui mesure. Ce n'est pas forcément évident. Sur l'ordinateur, c'est vraiment très simple d'orienter un spécimen et de prendre des mesures précises. Et si on prend plein de mesures sur un spécimen, finalement, ça revient à relever les coordonnées d'un grand nombre de points. Une mesure, c'est toujours entre 2 points. Donc, on peut échantillonner un moulage endocrânien avec un très grand nombre de points. Ici, il y en a à peu près 900. Et ces points, en morphométrie, on les appelle des semi-landmarks. Et si je joins tous ces semi-landmarks, vous voyez que je reconstitue la morphologie générale du moulage endocrânien d'origine. Alors, on n'a pas les détails, bien sûr. On n'a pas les sillons, les circonvolutions, les artères, les veines, mais on a la forme globale. Et je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, c'est ce qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire une fois qu'on a cette forme globale, chez plein de spécimens, on va faire, bon, la petite animation n'apparaît pas très clairement, c'est pas grave, on va faire ce qu'on appelle de la morphométrie géométrique. Alors José Braga vous l'a mentionné hier, donc ce sont des techniques qu'on appelle superposition procruste. Alors c'est résumé à peu près ici, sur 2 spécimens de quadrilatères, et vous voyez que si on veut comparer les formes de ces 2 spécimens, va falloir d'abord les mettre à la même position. Donc on va faire une translation des 2 spécimens pour qu'ils soient au même endroit dans l'espace. Ensuite, on va les mettre à la même échelle pour s'affranchir des différences de taille. Et puis, on va les orienter de manière le plus similaire possible. Donc ça, c'est effectué par des rotations. Et on va faire ça en utilisant des points homologues. C'est-à-dire qu'on va essayer de superposer le point 1 avec le point 1, le point 2 avec le point 2, le 3 avec le 3 et le 4 avec le 4. C'est ce qu'on appelle une superposition procruste, du nom d'un personnage de la mythologie qui découpait ses victimes ou qui les étirait en fonction de la taille des victimes pour les mettre toutes à la même taille. Et une fois qu'on s'est affranchi de toutes ces différences de position, de taille et d'orientation, on va vraiment pouvoir quantifier les différences de forme. Alors avant de faire la superposition procruste sur les configurations de ce semi-landmark, il y a une étape qui s'appelle le sliding. Donc to slide en anglais, ça veut dire glisser.
où on doit faire, vous voyez, glisser les points, les semi-landmarks, à la surface des moulages endocrâniens, tout simplement pour pouvoir les considérer après comme des points homologues. Avant, on ne peut pas, après, on peut. Donc, je vous passe les détails techniques, mais cette phase est impérative avant d'effectuer la superposition procruste proprement dite. Donc, vous avez ici un grand nombre de moulages endocrâniens qui ont été donc reproduits à partir de semi-landmarks, et on les superpose ici. Et ensuite, par des techniques mathématiques, par exemple l'analyse en composantes principales, dont je crois Amélie Vialet a mentionné ce matin, on peut donc résumer l'ensemble de nos variables. Alors nos variables, c'est quoi? C'est les coordonnées de chaque point. Chaque coordonnée de chaque semi-landmark est une variable. Et donc on va résumer l'ensemble des variables à un graphe bivarié ici. Chacun des axes de ce graphe va correspondre à des transformations morphologiques d'une configuration extrême à une autre. Et puis chacun des spécimens va avoir une place sur ce graphe. Alors c'est très intéressant puisque avec ces techniques virtuelles, on peut faire plein de choses. Donc je vais juste vous montrer quelques petits exemples ici. Par exemple, j'ai calculé la configuration d'un chimpanzé moyen, ici en haut en gris, et d'un humain moyen, ici en bas en bleu. Et donc on peut superposer ces deux configurations moyennes et on voit où sont les différences de forme entre les chimpanzés et les humains au niveau de l'endocrâne. On peut visualiser ces différences soit par superposition, on en met un transparent et l'autre opaque, ou alors en faisant des cartes de couleurs comme ici. Les techniques de morphométrie géométrique sur ordinateur permettent aussi de reconstituer les morphologies manquantes. Donc ici, c'est l'enfant de Tongue que vous reconnaissez, vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Et on a pu reconstituer la morphologie du moulage endocrânien et du crâne externe, par exemple. Alors ça ne se fait pas tout seul, il n'y a pas de logiciel simple où on puisse cliquer sur des boutons pour dire à l'ordinateur ce qu'on veut faire. Il faut communiquer avec l'ordinateur en apprenant de nouvelles langues. Donc par exemple, ici, c'est le langage R qui permet donc d'effectuer toutes ces analyses et de communiquer avec l'ordinateur, tout simplement. Et avant d'en terminer sur cette seconde partie, je voudrais mettre l'accent sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on pense souvent que parce que c'est sur l'ordinateur, parce que ça semble très précis, que les analyses effectuées donc par ordinateur sont plus correctes que les analyses qu'on pourrait effectuer si on a un fossile et qu'on le mesure tout simplement, tout bêtement sur la table. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ici, vous avez une citation de Conroy, qui est un des précurseurs en la matière, puisque c'est quelqu'un qui a appliqué les techniques d'imagerie en paléoanthropologie dès les années 80, dès le début des années 80. Donc, c'était vraiment le début. Et vous voyez ici, il dit les reconstructions crâniennes vont tout le temps comporter une part de subjectivité. La seule différence, c'est quand on travaille dans le monde virtuel, la subjectivité, on peut la quantifier. Si on reconstitue un crâne sur ordinateur, on va pouvoir quantifier les rotations, les translations, ce qu'on ne peut pas faire quand on reconstitue un crâne avec des morceaux d'os sur la table. Mais il y a tout le temps de la subjectivité. Et j'ajouterais que cette subjectivité commence finalement dès l'étape de numérisation. Dès qu'on va scanner un crâne, on va choisir des paramètres. Ces paramètres, on les choisit subjectivement finalement. Et à chaque étape, on a des paramètres à choisir qui peuvent influer sur les résultats finaux. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait de la paléontologie computationnelle, pour reprendre le terme de José, qu'on fait des choses forcément plus correctes que de la paléontologie classique. Je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus. Dernière anecdote, je me rappelle, c'était au congrès à Tautavel, le professeur Delumlay avait invité Emiliano Brunner, qui est un spécialiste des moulages endocrâniens humains, fossiles, et Brunner disait « Je ne travaille pas sur des moulages endocrâniens, je travaille sur des pixels, je suis un spécialiste de pixels ». Et finalement, il a raison, il faut toujours se rappeler qu'on travaille uniquement à la base avec des pixels. Donc j'en viens maintenant à la dernière partie de mon propos. Je l'ai intitulé « L'évolution du cerveau de Toumaï à Homo sapiens ». C'est très pompeux, c'est très présomptueux, et c'est un peu faux. En fait, je vais juste vous montrer 3 points dans la chronologie
de l'évolution humaine. Ces points ne sont pas forcément reliés entre eux d'ailleurs. Donc je vais commencer par vous parler de Toumaï, que vous connaissez tous, puis j'en viendrai aux australopithèques, et je terminerai par vous montrer quelques résultats d'analyse de moulages endocrâniens de néandertaliens. Donc Toumaï, je ne vais pas vous le représenter, Michel Brunet vous l'a déjà brillamment présenté hier. Le crâne a été numérisé au synchrotron. Alors, le synchrotron, on peut dire que c'est un gros scanner qui va permettre de faire d'excellents scans de fossiles très denses et avec un très bon contraste et une très bonne résolution. Vous avez ici un exemple de coupe sagittale virtuelle dans le crâne de Toumaï. Et les flèches rouges servent à souligner la table interne. Donc c'est la couche c'est la couche crânienne, disons, qui est en contact avec les méninges. Donc je veux prendre le moulage de cette table interne. Pour le spécimen de Toumaï, c'est un cas vraiment très particulier, puisque la table interne n'est pas intacte. Elle s'est détachée, désolidarisée de la table externe, et elle s'est fragmentée. Donc je n'ai pas pu appliquer des techniques classiques d'extraction du moulage endocrânien. J'ai donc d'abord extrait toute la table interne, ce que vous avez sur cette image en jaune. Ensuite, je l'ai virtuellement, on pourrait dire, épluché, déshabillé, pour faire apparaître ici en bleu la surface endocrânienne. Donc vous avez déjà ici une image de la surface endocrânienne de Toumaï. Et l'étape suivante, ça a été d'effectuer la reconstitution. Mais avant la reconstitution, il faut voir où sont les discontinuités entre les groupes de fragments. Donc il faut faire une partition en plusieurs groupes de fragments, ici de différentes couleurs, avant de pouvoir effectuer la reconstitution proprement dite, où on va essayer de redonner sa forme d'origine, donc avant la déformation, à l'endocrâne de Toumaï. Et ici, vous avez à droite donc presque la reconstitution finale, puisque pour obtenir le moulage endocrânien, il manque une petite étape qui va être d'estimer la morphologie des portions manquantes. Et cette morphologie des portions manquantes, on peut l'estimer, rappelez-vous, avec la méthode des semi-landmarks. Mais je ne vous montrerai pas la fin, puisque ce n'est pas encore publié. Mais si vous avez un peu d'imagination, vous voyez déjà à quoi ressemble le moulage endocrânien de Toumaï. Alors je vais quand même vous montrer la reconstitution qu'on a pu en faire à partir des semi-landmarks. Donc ici, la forme est vraiment très, comment dire, pas très détaillée, quoi. C'est ce qu'on obtient avec les semi-landmarks, mais on a la morphologie globale. Et si je dois retenir un caractère du moulage endocrânien de Toumaï, eh ben, ce serait cette base endocrânienne ici, qui est très fléchie, très fléchie, et qu'on a pu mesurer. Donc vous avez sur ce graphe Toumaï qui est ici. En abscisse, c'est la taille relative du cerveau. Donc en fait, c'est le volume endocrânien par rapport à la longueur de la base endocrânienne. Vous voyez que les humains ont relativement un plus gros cerveau que les singes. En ordonnée, c'est l'angle de la base endocrânienne. Donc plus l'angle est petit, c'est cet angle-là. Plus l'angle est petit, et plus la base est fléchie, plus l'angle est grand, plus la base est étendue. Les lettres, en fait, ce sont des stades de croissance. A, ce sont des nouveau-nés. F, ce sont des adultes. Et vous avez tous les stades intermédiaires. Chaque point représente une moyenne de plusieurs spécimens, puisque je ne voulais pas vous montrer le graphe avec tous les points individuels, donc j'ai fait des moyennes. Et les lignes, bleu, vert, tout ça, ce sont les trajectoires de développement, finalement. Et donc vous voyez que S, Sahelanthropus, donc Toumaï, eh ben, il a un petit cerveau relatif, mais il a une base endocrânienne très fléchie, beaucoup plus fléchie que chez les grands singes. En fait, il a une flexion même similaire à ce qu'on observe chez l'homme moderne, malgré sa petite taille cérébrale. Alors, comment on peut interpréter cela ? Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que en fait, la base s'est fléchie en association avec toute une réorganisation de l'arrière-base, c'est-à-dire que tout l'arrière de la base a tourné et a été ramené antérieurement au crâne, ce qui a ramené le foramen magnum ici en position horizontale et antérieure,
donc on interprète ça comme un signe de posture verticale, donc de station debout, et donc un signe possible de bipédie. Donc j'en ai fini avec Toumaï, et maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le moulage endocrânien des australopithèques. Alors des australopithèques, oui, enfin j'ai 2 spécimens, quoi. Bon, j'en avais qu'un avec Toumaï, là j'en ai 2. L'enfant de Tong, toujours, et Mrs. Pless, qui est un spécimen d'australopithèque d'Afrique du Sud, également très connu. Et donc là, j'ai fait une analyse procruste, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et donc on observe sur chaque axe des variations de forme. Vers la droite, ce sont plutôt des formes de singes, vous voyez, allongées, avec la base très étendue. Et vers la gauche, ce sont les humains, avec une base beaucoup plus fléchie et un endocrâne beaucoup plus globulaire. Et l'enfant de Tong et Mrs. Pless se trouvent finalement entre les humains et les grands singes, peut-être un peu plus proches des grands singes, mais ils ont une morphologie assez intermédiaire quand même. Et donc, comme tout à l'heure, hein, les lettres, ce sont les stades de croissance, et les courbes, ce sont les trajectoires ontogénétiques de chaque espèce. Donc, vous voyez un peu où se situe l'enfant de Tong et STS5, intermédiaire entre les singes et les humains. J'en viens maintenant aux néandertaliens, où là, mon échantillon est beaucoup plus complet, puisque j'ai une quinzaine de spécimens, depuis un nouveau-né, ici, jusqu'à des formes adultes, ici. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus poussé, puisqu'on a un échantillon beaucoup plus complet. Comme toujours, on reconstitue les portions manquantes. Ici, un exemple sur le crâne de Gibraltar. Alors, pour l'anecdote, ce crâne, c'est un des plus anciens fossiles humains qui a été retrouvé. Il a été retrouvé, je crois, en 1848, donc plusieurs années avant la découverte de l'homme de Néandertal. Donc c'est un spécimen vraiment qui a une grande valeur historique, paléoanthropologique et historique. Et voici le résultat de nos analyses avec les néandertaliens. Donc les néandertaliens sont en rouge sur ce graphe, les humains modernes sont en bleu. Comme tout à l'heure, A, B, C, D, E, F, ce sont les stades de croissance. Vous avez les nouveau-nés qui sont en A et les adultes en F. Pour les néandertaliens, je n'ai pas précisé, mais chaque abréviation ici correspond à un spécimen, en fait. Et chaque spécimen a été reconstitué de différentes manières. C'est pour ça que vous avez une variabilité pour chaque point. Mais si on trace la droite, ici, qui représente donc l'ontogénie endocrânienne des néandertaliens, vous voyez qu'elle est à peu près similaire à celle des humains modernes actuels. Les différences, en fait, apparaissent dès la naissance. Un néandertalien nouveau-né et un humain nouveau-né vont avoir des formes légèrement différentes. Et puis ensuite, les deux espèces suivent des trajectoires ontogénétiques similaires, avec une première phase, ici et ici, de développement très important du cervelet, notamment. Et puis ensuite, dans les phases plus tardives, le moulage endocrânien devient de moins en moins globulaire, on va dire. Ici, c'est une comparaison entre un humain moderne moyen et un homme de Néandertal moyen. Donc l'humain moderne est en bleu, l'homme de Néandertal en rouge. Ils ont été superposés en 3 dimensions, et je me suis amusé à reproduire les contours en 2 dimensions. C'est bien des fois de repasser de la 3D à la 2D. On veut tout le temps faire des analyses 3D, mais on visualise mieux les choses, je trouve, des fois en 2 dimensions. Et donc ce qu'on voit, c'est que, à mon humble avis, les différences entre un néandertalien moyen et un sapiens moyen, au niveau de l'endocrâne, elles ne sont pas aussi marquées que ce qu'on pourrait penser. Alors il y a quand même une différence peut-être notable au niveau du cervelet, où les humains modernes ont un cervelet plus développé que l'homme de Néandertal. Donc j'en ai terminé avec mes 3 parties, et en perspective, je voudrais dire que les moulages endocrâniens ont souvent été étudiés de manière isolée.
Donc on prend le moulage endocrinien et on l'étudie comme si on avait retrouvé un cerveau. Mais je pense que ce qui serait intéressant de développer, alors il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, hein, c'est pas nouveau, mais quand même il y a encore plein de choses à faire sur les relations entre le moulage endocrinien et le reste du crâne, voire même le reste du squelette postcrânien, puisque la forme du moulage endocrinien général, je pense, est très influencée par la forme du reste du crâne. Et si on s'intéresse maintenant à la forme locale, donc au sillon, aux circonvolutions, dont je n'ai pas beaucoup parlé dans cette présentation, et bien là, il va plutôt falloir chercher les réponses du côté des relations entre le moulage endocrinien et le cerveau. Ce qu'on peut faire assez facilement aujourd'hui, grâce aux techniques d'imagerie. On a vu qu'on pouvait avoir le moulage endocrinien avec des scans, et si on fait un IRM, on peut avoir accès à la morphologie des tissus mous, donc au cerveau. Et donc on va pouvoir virtuellement sur ordinateur comparer les morphologies endocrâniennes et cérébrales pour vraiment voir si ce qu'on observe, les petites bosses, les petits creux qu'on observe sur les moulages endocrâniens correspondent vraiment à des sillons et à des circonvolutions du cerveau. Ce n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, inversement, donc, le cerveau ne laisse pas toujours son empreinte sur la paroi interne des os crâniens, donc il y a des sillons et des circonvolutions qui vont laisser davantage d'empreintes que d'autres. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il convient de quantifier, et je sais par exemple que dans le groupe de José Braga, il travaille notamment sur cette thématique. Et puis pour clore mon propos, donc vous êtes peut-être un peu déçus parce que je n'ai pas beaucoup parlé de fonction. Vous auriez peut-être aimé savoir comment ils pensaient, est-ce qu'ils étaient intelligents, est-ce qu'ils savaient tailler des outils. Pour moi, tout ça, c'est vraiment prématuré. Interpréter la fonction à partir d'un moulage endocrânien, je pense que c'est vraiment trop tôt pour faire ça. On a encore beaucoup de progrès à faire dans la connaissance du cerveau lui-même, donc en neurobiologie pure, pour savoir de quelle manière la structure et la fonction sont liées. Et je pense qu'à l'heure actuelle, même si on découvrait un cerveau fossile complet d'humain, je pense qu'on serait toujours pas capable de l'interpréter précisément en termes de fonction. Alors avec un moulage endocrânien, ça me paraît vraiment, vraiment compliqué. Donc j'en ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai tenu, monsieur le modérateur. Bon, très bien. Je vous remercie. Et puis si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Sur la table, j'ai disposé quelques moulages endocrâniens solides, physiques, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il y a donc de gauche à droite, je les ai rangés dans l'ordre chronologique. Il y a le moulage endocrânien de Toumaï, ensuite celui de l'enfant de Tong, ensuite celui de Néandertal, donc le spécimen vraiment de Néandertal en Allemagne, et puis un moulage endocrânien d'homme fossile moderne de l'Aurignacien. Donc vous pourrez comparer ces 4 moulages si ça vous intéresse. Je vous remercie.